Des preuves archéologiques démontrent déjà que tout ce qui a été écrit sur ce temple est faux. Elle était une mère. Elle était une épouse. Elle était une reine. Elle était une déesse. Et nous cherchons à comprendre où cela nous a menés. Pendant des siècles, le tombeau de Cléopâtre est resté le plus grand mystère de l'archéologie. La sépulture d'une reine qui semblait s'être évanouie. Tous les empires l'ont cherché. Chaque découverte s'est révélée être une impasse. On dit que les restes de Cléopâtre et Marc-Antoine, enfouis ensemble depuis des millénaires, demeurent un mystère. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. Ce tunnel, jusqu'alors inconnu, est considéré comme un véritable miracle d'ingénierie. Et même si tout cela est colossal, comment tout cela a-t-il pu se produire? Mais lorsque les scientifiques ont finalement foré sous les sables à l'ouest d'Alexandrie, ils ont découvert une chambre étanche plus hermétique que tout ce qui avait été enregistré en Égypte. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Ce qui était enfoui à l'intérieur n'avait pas vu la lumière depuis 2000 ans. Et lorsque le tombeau fut ouvert, le monde comprit pourquoi il n'aurait jamais dû être découvert. La reine qui refusait de mourir. Depuis plus de 2000 ans, Cléopâtre III demeure l'une des souveraines les plus étudiées de l'histoire. Dernière pharaon d'Égypte, stratège hors pair qui tint tête à Rome, elle régna avec intelligence et forgea une image si puissante qu'elle a traversé les siècles. Pourtant, un aspect de son histoire reste encore à élucider. Les récits de Romains décrivent ses funérailles, comme dignes d'une reine, mais aucun ne révèle le lieu. Pour les archéologues, cette absence devint plus qu'un mystère. Elle devint une obsession qui traversa les générations. Les prêtres de l'Égypte antique ont laissé des descriptions énigmatiques de ces derniers rites. Ils ont écrit qu'elle était une épouse retournant à Osiris et que son union était secrète. Ces passages font l'objet de débats parmi les historiens depuis des siècles. Certains pensent que les prêtres décrivaient un rituel secret qui se déroulait au plus profond d'un sanctuaire. D'autres pensent que ces mots étaient des instructions délibérées destinées à dissimuler son corps à jamais. Chaque nouvelle expédition prétendait être proche de la vérité, mais chaque piste se réduisait à de simples conjectures. En 1972, une équipe sismique soviétique effectuait des tests au sol près du lac Mariott, un bassin d'eau salé peu profond au sud-ouest d'Alexandrie, en Égypte, dans le cadre de recherches pétrolières. Leurs capteurs ont détecté des vibrations rythmiques sous le calcaire. Le signal était faible mais constant, trop régulier pour être dû à des séismes naturels et trop faible pour provenir d'une machine. Les habitants commencèrent à appeler la zone Ab al-Nafas, ce qui signifie « le lieu qui respire ». L'équipe consigna les résultats, mais les relevés ne furent jamais analysés plus en profondeur. À la fin du projet, les données furent archivées et oubliées. L'anomalie fut ignorée pour des raisons évidentes. Le financement a pris fin, les tensions politiques se sont accrues, les priorités de la recherche ont évolué. La guerre froide a relégué au second plan l'intérêt porté à un étrange rythme enfoui sous le sable égyptien. Pendant 3 décennies, les données sont restées inexploitées, attendant d'être redécouvertes. Cette redécouverte a eu lieu au début des années 2000, lorsque de nouvelles observations satellitaires se sont concentrées sur la même crête. Les images ont révélé des formes géométriques dissimulées sous la surface, nettes, symétriques et d'une précision telle qu'elles ne pouvaient être naturelles. L'imagerie thermique et radar a révélé que ces formes s'étendaient sur plusieurs mètres de profondeur. Selon les analystes, elles ressemblaient à des parties d'une structure artificielle, peut-être un complexe enfoui. Certains experts ont écarté l'hypothèse d'interférence, tandis que d'autres pensaient avoir découvert un motif digne d'intérêt. Lorsque les chercheurs ont cartographié les formations sur une grille numérique, le contour entier ressemblait à l'UNC égyptien antique, symbole de vie. Il ne s'agissait pas d'une sculpture visible, mais d'une forme révélée uniquement par les données satellitaires. Selon certains rapports, ce motif s'étendait vers un plateau autrefois associé à la déesse Isis. Cléopâtre se qualifiait souvent d'Isis vivante, et ce lien a relancé le débat. À ce moment-là, la théorie avait évolué. La quête de Cléopâtre n'était plus la poursuite d'une légende, mais une enquête scientifique. Les données satellitaires laissaient entrevoir des signatures thermiques sous le sable. Et des analyses de sol localisées confirmaient la présence d'anciens plâtres et de résine, substances rarement découvertes dans un désert intact.
Ce qui n'était au départ qu'une légende sur la dernière reine d'Égypte se transformait en mission. Quelques mois plus tard, le ministère égyptien des Antiquités approuvait une expédition terrestre pour examiner le site sur place. Nul ne se doutait alors qu'à leur arrivée, le désert se mettrait à bouger. Le désert qui s'est mis en mouvement. Quelques semaines après l'approbation de la mission terrestre par le ministère, une équipe conjointe de scientifiques, d'archéologues et d'ingénieurs experts est arrivée aux coordonnées situées à l'ouest du lac Marriott. Quelques heures seulement après l'installation du matériel de surveillance, un phénomène inexplicable s'est produit. Les capteurs ont commencé à enregistrer une vibration lente et régulière en profondeur. Les relevés étaient répétés toutes les 42 secondes, avec une synchronisation parfaite. Au début, les chercheurs ont cru à une erreur. Ils ont remplacé l'équipement, recalibré les capteurs et même vérifié l'absence de travaux à proximité. Le phénomène persistait. Toutes les 42 secondes, la même impulsion revenait. Il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement. Elle provenait de la Terre elle-même. Lors de l'analyse des données, un détail troublant a été relevé. Dans la croyance égyptienne, le nombre 42 revêtait une signification sacrée. Il symbolisait les 42 juges qui décidaient du sort des âmes dans l'au-delà. Cette association a suffi à inquiéter certains membres de l'équipe. Certains ont plaisanté sur le hasard, mais d'autres ont commencé à se demander quel genre de force naturelle pouvait frapper avec une telle précision. Pour comprendre ce phénomène, l'équipe a commencé à scanner la crête de nuit à l'aide d'imagerie thermique. Les résultats instantanés furent inattendus. Sous les dunes, des traînées de chaleur résiduelle formaient des courbes sinueuses, se rejoignant et se repliant comme des couloirs. Les relevés effectués par drone le lendemain matin en ont révélé de faibles crêtes suivant ces mêmes lignes. Une fois superposées, ces formations dessinaient un vaste rectangle. Les proportions étaient presque identiques à celles des temples de l'époque de Cléopâtre. Des carottes de sédiments ont été prélevées pour vérifier les résultats. Les couches supérieures de sable semblaient normales, mais les sections plus profondes contenaient des fragments de plâtre et des traces de bumène. Il ne s'agissait pas de matériaux naturels, mais d'agents d'étanchéité utilisés dans l'Égypte antique pour protéger les chambres royales ou sacrées. La découverte a immédiatement suscité un vif débat. Certains pensaient que l'équipe avait enfin mis au jour un complexe enfoui. D'autres ont avancé que ces résultats pouvaient être dus à une contamination des sols ou à des phénomènes géologiques aléatoires. Une coïncidence plutôt qu'une preuve d'intervention humaine. Les villageois locaux ont averti l'équipe que perturber la Terre réveillerait ceux qui y sommeillent. La plupart des scientifiques ont ignoré les avertissements, mais leur confiance s'est évanouie après les événements qui ont suivi. Une nuit, des caméras de sécurité ont filmé le sable en mouvement. Les images montraient de légères ondulations se propageant à la surface au même rythme que les secousses souterraines. Ce n'était ni du vent, ni une illusion. Le schéma était précis. Les ouvriers, qui ont vu l'enregistrement, ont refusé de dormir près de la crête. Les jours suivants, les secousses se sont intensifiées. Le projet a été interrompu, la peur se propageant dans le camp. Le ministère des Antiquités intervint et ordonna des fouilles contrôlées sous la supervision de Kathleen Martinez, archéologue réputée pour ses études sur les sépultures de Cléopâtre. À son arrivée, elle écouta les enregistrements en silence. Son seul commentaire fut bref. « Si c'est bien ce que je pense, nous nous trouvons au-dessus de quelque chose qu'elle voulait que nous découvrions. » Les fouilles commencèrent à l'aube. Dès le 3e jour, le désert commença à se fissurer et à se déplacer. Sous le sable qui s'effondrait, la pierre apparut, lisse, taillée et très ancienne. C'était la première preuve visible qu'une construction humaine avait subsisté sous terre, intacte pendant plus de 2 ans. Le temple qui parlait 2 langues. Au premier abord, il ressemblait à une autre ruine des dernières dynasties égyptiennes. Mais une fois la poussière retombée, les inscriptions sur les murs de pierre racontèrent une toute autre histoire. Elles identifiaient le site comme étant Taposiris Magna, le grand tombeau d'Osiris. Pour l'équipe, ce nom changea tout. Dans les croyances antiques, Osiris était le dieu de la résurrection, le souverain des enfers qui accordait la vie après la mort. Si c'était véritablement son tombeau, alors c'était un lieu sacré, peut-être même royal. Certains historiens soupçonnaient depuis longtemps que Cléopâtre avait choisi cette région comme dernière demeure. Elle se décrivait souvent comme l'incarnation d'Isis,
épouse d'Osiris. Être enterré à ses côtés dans un temple bâti pour sa renaissance éternelle aurait été le moyen idéal d'unir sa propre mort à l'immortalité divine. Le temple se dressait à environ 45 km des côtes d'Alexandrie, dans la même région où, selon des écrits antiques, Cléopâtre aurait vécu ses derniers jours. Le site était jonché de colonnes effondrées et de vestiges de hautes portes de pierre qui marquaient autrefois son entrée. Malgré des siècles d'érosion, les gravures sur les murs intérieurs restaient visibles. En les examinant sous les projecteurs, l'équipe remarqua une particularité. Les inscriptions étaient rédigées en 2 langues. Des hiéroglyphes égyptiens côtoyèrent des inscriptions grecques anciennes, gravées avec le même soin et la même précision. Ce détail a stupéfié l'équipe. Les temples égyptiens mélangeaient rarement les langues, surtout dans un contexte sacré. Le Dr Kathleen Martinez a immédiatement compris sa signification. Le règne de Cléopâtre s'est construit entre 2 mondes, celui des souverains grecs qui gouvernaient de l'Égypte et celui des prêtres égyptiens qui en préservaient de la foi. La présence des 2 langues gravées côte à côte laissait supposer que Cléopâtre elle-même avait autorisé la conception du temple. Selon Martinez, le temple reflétait l'identité de la reine, mi-souveraine grecque, mi-déesse égyptienne. Les artefacts découverts à proximité n'ont fait qu'alimenter ces spéculations. Des pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre ont été découvertes près de statues d'Isis tenant un faucon, symbole de renouveau. Des analyses chimiques effectuées sur l'autel ont révélé des traces de résine de lotus bleu et de bumène, 2 substances utilisées pour l'embaumement royal. Selon les témoignages, les ouvriers sont restés silencieux, conscients de toucher des reliques qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis plus de 2 ans. Les capteurs au sol ont capté un faible bourdonnement provenant des profondeurs du calcaire. La fréquence était trop basse pour être perçue par l'oreille humaine, mais elle apparaissait sur les écrans sous forme d'ondes lentes et régulières. Chaque impulsion se répétait à intervalles de 42 secondes, le même rythme que celui détecté des semaines auparavant dans le désert. Les ingénieurs ont vérifié l'absence d'interférence, mais le signal persistait. Les relevés étaient réels. Le temple n'était plus une pierre silencieuse. Il générait une vibration mesurable, comme si quelque chose en dessous émettait un signal à travers la roche. Les notes de tests de terrain mentionnaient que plusieurs ouvriers affirmaient sentir le sol trembler légèrement sous leurs bottes. Les vibrations s'intensifiaient à chaque relevé. Chaque nouvelle mesure indiquait quelque chose de plus profond, quelque chose de caché sous les fondations de Toposaurus Magna. Poussée par la curiosité et la peur à parts égales, l'équipe décida de suivre le bourdonnement jusqu'au socle rocheux. Ce qu'ils découvrirent ensuite serait plus tard appelé le tunnel impossible, le couloir de la Renaissance. Le bourdonnement sous Taposiris Magna s'intensifiait à chaque relevé. L'équipe le localisa dans une couche de calcaire située profondément sous le sol du temple. L'utilisation d'un radar à pénétration de sol produisit une image si nette qu'un silence absolu s'installa dans la pièce. Sous le sanctuaire se trouvait un tunnel creusé dans la roche, droit, lisse et parfaitement horizontal sur plus d'1 kilomètre. Même les ingénieurs modernes auraient eu du mal à atteindre une telle précision. Au départ, les chercheurs crurent à une erreur de mesure, mais l'introduction d'une petite caméra par un étroit forage confirma leur dire. L'objectif révéla un couloir aux plafonds incurvés et aux murs polis comme du verre. Il semblait construit par l'homme. Pourtant, il ne portait aucune trace d'outil, aucun signe d'effondrement, aucune fissure due au temps ou à la pression. Il y a des milliers d'années, quelqu'un l'avait créé puis parfaitement scellé. En examinant les images, Martinez remarqua un motif récurrent sur les murs. Des gravures en grec et en égyptien formaient inlassablement la même phrase « Ankre » qui signifie « vie renouvelée ». Elle a suggéré que le tunnel représentait un passage rituel, un chemin conçu pour guider les morts vers la résurrection. L'équipe a foré plus profondément, suivant le signal jusqu'à ce qui semblait être une chambre scellée. Les scanners révélèrent une cavité circulaire d'environ 20 mètres de diamètre, à une température supérieure à celle de la roche environnante, comme si la pierre elle-même avait été brûlée de l'intérieur. Ils commencèrent à découper la dernière paroi. Le bruit qui suivit n'était pas celui d'une pierre qui craque, mais quelque chose de plus grave, de plus profond.
une vibration ressentie dans la poitrine. Lorsque la barrière céda enfin, un souffle d'air froid et glacial s'échappa. Il portait une odeur de résine et de métal, comme celle d'une substance ancienne emprisonnée depuis des siècles. La poussière se dissipa et l'équipe braqua ses lampes à l'intérieur. Ce qu'ils virent n'était pas un simple tombeau. Les parois étaient recouvertes d'une couche noire et vitreuse qui reflétait la lumière. Cela ressemblait moins à de la pierre taillée qu'à de la roche fondue par le feu. Lorsque l'équipe a pointé ses lampes vers le plafond, elle a aperçu des centaines de minuscules pierres bleues incrustées dans la surface. Des analyses ultérieures ont confirmé qu'elles étaient faites d'un minéral appelé lapis lazuli, une pierre rare autrefois utilisée dans les tombeaux royaux. Les pièces s'étaient agencées en motifs d'étoiles, créant des scènes où la déesse Isis se tenait debout au-dessus du corps d'Osiris. Ses mains étaient levées, des rayons de lumière la reliant aux étoiles. Le plafond n'était pas qu'un simple décor. C'était une histoire gravée dans la pierre, illustrant le moment où les dieux avaient ramené la vie à la vie. Mais les avertissements gravés dans les murs racontaient une autre histoire. En grec comme en égyptien, la même phrase se répétait sans cesse. Perturber l'union et l'équilibre sera rompu. Près du sol, à demi enfoui sous la suie, un autre message apparut. Du sang coulera de l'œil gauche. Personne ne voulait le lire à voix haute. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un rituel d'offrande. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'une malédiction. Quoi qu'il en soit, le silence s'installa dans la pièce. Partout, on constatait des traces d'un scellement minutieux. Des veines de mercure et de plomb traversaient le plâtre. L'air exhalait une légère odeur de résine. Des genres brisés jonchaient les angles et, sous une colonne, on découvrit un petit scarabée en or gravé d'une prière. Lié l'âme à son corps, Martinez l'observa en silence avant de déclarer que cette chambre n'avait pas été construite pour exposer les morts, mais pour les contenir. Au centre se dressait une estrade en pierre fusionnée. 2 blocs de bronze étaient côte à côte, leur surface luisante comme brûlée par une chaleur intense. Entre eux reposait un cylindre de bronze, de la longueur d'un avant-bras, gravé de spirales qui scintillaient sous la lumière. Un des chercheurs jura avoir aperçu la silhouette d'une déchirure gravée dans le métal, précisément là où le mur avait signalé la présence de sang coulant de l'œil gauche. À l'approche de Martinez, le sol trembla. Le pouls qui avait perturbé leur relevée pendant des semaines était maintenant si fort qu'on le sentait à travers leurs bottes. L'air leur pesait sur la poitrine et certains membres de l'équipe reculèrent. Et Tchunatumo. Martinez ordonna à tous d'arrêter de creuser et de commencer les tests de sécurité. Sa voix était assurée, mais ses mains tremblaient. « Ce n'est pas qu'un simple tombeau, » dit-elle doucement. « Il réagit à notre présence. » Ils s'avancèrent jusqu'au bord du couloir et attendirent, mais les relevés continuaient d'augmenter. Le pouls s'accéléra, comme si quelque chose sous le sol s'était éveillé. Quelque chose qui attendait ce moment, le sarcophage noir. Lorsque la dernière barrière céda, le silence se fit dans la pièce. Un instant, personne ne bougea. L'air qui s'échappa de la chambre les frappa comme une vague. Ils sentaient la résine, l'ammoniac et une odeur plus ancienne. Une sensation de brûlure à la gorge et d'irritation aux yeux les fit reculer quelques ouvriers, qui se couvrirent la bachuna et couvrirent la bouche d'un chiffon. Mais il était trop tard. Les analyses chimiques révélèrent par la suite des niveaux dangereusement élevés de gaz toxiques piégés à l'intérieur pendant près de 2 ans. Ce qui aurait dû être un triomphe archéologique ressemblait davantage à un accident qui n'aurait jamais dû se produire. Au centre de la chambre se dressait le sarcophage. C'était une œuvre sans précédent. Taillée dans un seul bloc de granit noir, elle scintillait sous les projecteurs d'un reflet huileux. Le couvercle pesait plusieurs tonnes et ses bords étaient scellés par un mélange durci de résine et de plomb. Chaque mouvement de la grue résonnait dans le hall tandis que l'équipe se préparait à soulever le sarcophage. Lorsque le couvercle s'ouvrit enfin, une bouffée d'air chaud s'en échappa. La température à l'intérieur du sarcophage était supérieure de plusieurs degrés à celle de la pièce environnante. Martinez remarqua immédiatement la différence de température et demanda une inspection. La chaleur provenait de l'intérieur.
Tous s'attendaient à ce que les restes soient froids et friables, mais ce qu'ils découvrirent fut troublant. 2 silhouettes gisaient côte à côte, enveloppées dans un épais lin brodé de fils d'or. Les bandelettes s'étaient soudées entre elles, et des masques de théâtre s'étaient fondus dans le tissu, leurs contours à peine visibles. Entre les 2 corps se trouvait un cylindre de bronze. Il était parfaitement positionné entre leurs bras, comme un bien commun. À intervalles réguliers, il émettait une légère vibration perceptible à travers le granit. Le rythme correspondait à la même pulsation de 42 secondes, enregistrée sur l'ensemble du site. Une fois l'éclairage ajusté, l'équipe commença son examen. Le cortex de l'homme était partiellement décomposé, mais les lésions ne semblaient pas naturelles. Sa cage thoracique avait été ouverte intentionnellement, ses côtes déformées, et la cavité cardiaque remplie de résine solidifiée imprégnée de mercure. Il ne s'agissait pas d'une conservation, mais d'un rituel. Selon certains témoignages, c'était une forme de scellement, un moyen de contenir l'énergie que le corps avait autrefois portée. Le corps de la femme était mieux conservé que celui de l'homme. Le temple avait néanmoins fait son œuvre. Les bandelettes étaient épaisses et rigides, durcies en une coquille qui conservait la forme de ce qui avait été contenu. Sous les lumières, la surface luisait d'une teinte bronze terne, irrégulière et craquelée par l'âge. À travers les plis, de petits reflets d'or et d'argent apparaissaient. Une broche près du haut de la poitrine, un fermoir plus bas le long du torse et un pendentif plaqué contre le lin à l'emplacement du cœur. Il représentait une femme aux ailes déployées. Martinez se pencha et la reconnut aussitôt. C'était la figure d'Isis, la déesse que Cléopâtre prétendait être son reflet divin. Puis ils remarquèrent une autre chose. Autour du poignet de la femme, un bracelet en forme de cobra, les crocs apparents et la tête dressée. Le métal était noirci, mais la forme était indubitable. Pour les Égyptiens, le cobra était à la fois protecteur et porteur de mort. La même créature qui, disait-on, avait ôté la vie à Cléopâtre. Un silence pesant s'installa dans la chambre. D'après les témoignages, Martinez murmura seulement 2 mots en la voyant. « C'est elle. » Des analyses ultérieures confirmèrent que les 2 momies appartenaient à des individus de haut rang. Le séquençage de l'ADN révéla des marqueurs compatibles avec la lignée TMIK, corroborant l'hypothèse de leur appartenance à la royauté. Lorsque l'équipe scella la chambre par mesure de sécurité, l'air était devenu lourd et métallique. Le sol sous le sarcophage dégageait une faible chaleur, et de légères vibrations parcouraient les murs. Un chercheur décrivit la sensation comme celle d'être près d'un moteur en marche. Un autre refusa de retourner dans la pièce, affirmant que l'air y était comme vivant. Les fouilles, qui avaient débuté dans l'enthousiasme, avaient désormais des allures de violation de domicile. D'après les témoignages, Martinez elle-même est restée silencieuse devant le sarcophage ouvert, le visage pâle sous les projecteurs. « Nous voulions des réponses », a-t-elle dit d'une voix douce. Mais tout cela ressemble à une punition. La découverte confirma tout ce qu'ils avaient espéré et tout ce qu'ils craignaient. Le tombeau de Cléopâtre avait enfin été trouvé, mais ce qu'il contenait ne semblait pas trouver la paix. Le sarcophage avait apporté des réponses et engendré une nouvelle terreur. Pourtant, la véritable horreur ne résidait pas dans ce qu'il renfermait, mais dans ce qui l'entourait. Le cercle des morts. Le passage au-delà du sarcophage se rétrécissait et tournait à droite. L'équipe avançait lentement, lumière fixe, masque serré. Le couloir débouchait sur une chambre ronde aux parois creusées en alcôves peu profondes. Dans chaque alcôve, un crâne solitaire reposait debout sur un rebord de pierre, face au centre de la pièce. Pas de corps, pas de cercueil, seulement des crânes. Ils en comptèrent 36, 12 qui semblaient être des hommes, 12 qui semblaient être des femmes, 12 qui étaient manifestement des enfants. Cette vision figea la pièce. De la poussière flottait dans les rayons de lumière. Personne ne parla. Les alvéoles de chaque crâne étaient saupoudrés d'une fine poudre d'or qui captait la lumière comme du sable. Des prélèvements osseux révélèrent plus tard des traces de résine de lotus bleu, le même composé que celui identifié dans la zone d'embaumement.
D'après plusieurs notes de terrain, les faits étaient simples et horribles. Les crânes semblaient préparés et non abandonnés. Tous étaient orientés vers une petite plateforme de pierre au centre du sol. Cette plateforme était ornée du symbole de l'Ankh, le signe égyptien de vie. 2 petites coupes de bronze, fondues sous l'effet de la chaleur, reposaient dessus. L'une d'elles contenait une couche de matière noire desséchée qui, après analyse, s'est révélée être du sang humain. Une inscription en grec et en égyptien courait au-dessus des crânes. On pouvait y lire « Ils gardent le passage et maintiennent l'équilibre ». Certains archéologues ont déclaré qu'il s'agissait d'une prière à Isis, protectrice du monde souterrain. D'autres pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus froid, un avertissement. Les morts ne reposaient pas en paix, mais retenaient quelque chose en dessous. La disposition des restes était délibérée. Chaque crâne était dépourvu de la mâchoire inférieure. Les experts médico-légaux qui ont examiné les photographies ont conclu à une décapitation intentionnelle empêchant toute reconstitution. Le message allait être « on ne peut plus clair ». Quel que soit le but de ce cercle, il était destiné à rester en place. Des capteurs disposés dans la pièce enregistraient de faibles pics électromagnétiques. Ces pics montaient et descendaient toutes les 42 secondes, le même rythme qui accompagnait l'équipe depuis le premier jour dans le désert. L'équipage le ressentait comme une pression derrière les yeux et un bourdonnement sur la langue. Martinez franchit le seuil et s'arrêta. Elle sentit le métal dans son nez. Elle ordonna de sceller la chambre. Ses dernières paroles enregistrées avant la coupure du signal furent un « Ceci n'est pas un tombeau, c'est un mécanisme de mort ». La nouvelle de l'existence de cette chambre se répandit dans les universités et les ministères en quelques heures. Des photographies ont fuité sur des forums privés avant le confinement du site. La réaction fut immédiate et partagée. Certains réclamaient la fermeture définitive des pièces. D'autres exigeaient la publication intégrale des amendes. Quelques voix s'élevaient pour poser une question plus complexe. Si le cercle constituait un système fonctionnel et que les crânes étaient disposés pour maintenir un équilibre, qu'avait donc changé l'équipe en ouvrant le passage? Les implications dépassaient le cadre du site. Si les 36 étaient des gardiens, alors la sépulture de Cléopâtre n'était pas seulement un droit royal, mais aussi un système de défense savamment orchestré. Les inscriptions associant le cercle à l'idée d'équilibre. Le rythme du cercle correspondait au nombre lié au jugement dans la croyance égyptienne. Rien ici ne semblait dû au hasard. Selon plusieurs chercheurs, l'agencement suggérait que quelqu'un avait conçu cet endroit comme un système vivant, destiné à continuer de fonctionner longtemps après la disparition des personnes en deuil. Cela soulevait une dernière possibilité qui troublait même ceux qui rejetaient ces rituels. Peut-être Cléopâtre n'était-elle pas seulement la figure que Rome a créée. Peut-être était-elle une stratège qui avait bâti son au-delà comme un instrument et non comme un sanctuaire. Certains pensent qu'elle a conçu une sépulture impossible à piller sans conséquence. D'autres vont plus loin et affirment qu'elle a érigé un avertissement qui continuerait de se manifester même dérangé. Si Cléopâtre a conçu son tombeau comme une arme plutôt que comme un monument, que protégeait-elle selon vous? Son héritage ou quelque chose de bien plus grand? Partagez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine vidéo.